Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du 21e film du MCU sorti mercredi dernier en salle, Captain Marvel, le film qu'on attendait toutes et tous afin de faire le lien entre finalement ce qui s'est passé dans Infinity War et ce qui va se passer dans le prochain Endgame, avec le Ant-Man et la Guêpe qui au milieu ne sert pas à grand chose. Bon bref, j'ai eu la chance d'aller le voir hier soir finalement, quelqu'un m'y a traîné entre guillemets de force. Et tant mieux parce que sans ça, je sais pas si j'aurais pu vraiment trouver le temps de le voir là dans la semaine qui vient. Bon, je serais peut-être allé le voir, mais vraiment en décalé, genre dans une semaine ou deux. Mais bon, c'eût été dommage. Voilà, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, comme on dit. Un film réalisé par un duo, Ryan Fleck et Anna Bowden, qui avaient déjà réalisé plusieurs films ensemble. Et puis avec des acteurs principaux intéressants, puisqu'on retrouve Samuel L. Jackson, donc ça c'est celui qu'on connaît dans le rôle de Nick Fury, qu'on a vu dans plusieurs films Marvel, mais on y découvre surtout Brie Larson, donc dans le rôle de Captain Marvel. On peut aussi y retrouver Jude Law, voilà, qui joue des potes du personnage de Brie Larson donc, au début du film. Il y a aussi Ben Mendelsohn qui joue, comme d'habitude, un méchant. Voilà. Il avait joué aussi un méchant dans Ready Player One, hein, il me semble, et dans Rogue One aussi, si je me trompe pas. Bref, on y retrouve aussi des personnages vus dans Les Gardiens de la Galaxie, joués par Lee Pace et Jimon Hansu. Voilà, et puis il y a aussi, oui, il faut quand même que je l'annonce, elle, parce qu'elle est très importante dans l'histoire, même si on la voit pas beaucoup. Il y a aussi Annette Bening, une grande actrice très connue, qui joue le rôle en fait d'une docteure Wendy Lawson qui est un peu plus que ça. Voilà. Alors, pour faire le synopsis rapide et avant de donner mon avis et compagnie, parce que je vais avoir pas mal de choses à dire sur ce film, c'est donc l'histoire d'une certaine Carol Danvers, qui s'appelle Verse au début du film, Verse, voilà, qui se retrouve dans les années 90 sur Terre, qui devient l'une des héroïnes les plus puissantes. C'est comme ça que le synopsis annonce l'histoire, hein. Et elle se retrouve donc sur notre planète, au centre d'un conflit galactique entre deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls. Sauf que le film s'ouvre sur Verse, qui est sur la planète des Kree, et qui est probablement elle-même une Kree, enfin du moins c'est ce qu'on croit, et ils doivent aller sur la Terre parce que en gros les Skrulls menaceraient la population, compagnie, tout ça, avec une source d'énergie aussi à récupérer, blabla, machin, et on en passe. Bon, c'est vrai que le film, quand il se lance, ça paraît un peu confus, voilà, notamment autour du personnage de Verse. On comprend très vite qu'elle est un peu plus qu'une simple Kree et qu'elle a un passé, bah voilà, on l'annonce très vite dans le film, elle a oublié son passé, elle sait pas trop d'où elle vient, et donc on apprend plus ou moins très rapidement que Verse est en fait une terrienne qui s'appelle Carol Danvers, et qui va découvrir son passé, outre d'essayer de régler ce conflit entre les Kree et les Skrulls sur la Terre, elle va surtout y découvrir son destin et son passé, enfin son passé et son destin. Donc le film mélange plusieurs trucs comme ça, puis après il s'éclaircit une fois que l'histoire avance. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que c'était pas super bien parti, il faut l'avouer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Je suis mitigé quand même. C'est un bon film, qui fait le boulot. C'est pas l'un des meilleurs Marvel que j'ai vu non plus, mais le scénario est plutôt cohérent. Bon, il y a quelques ficelles scénaristiques assez évidentes là aussi, mais bon, comme dans pratiquement tous les Marvel de toute façon, même les meilleurs que j'ai vus. Ça se suit assez bien donc dans son deuxième et troisième acte, on va dire ça comme ça. Et j'ai des frustrations sur ce film quand même par rapport en fait à l'attente que j'ai sur Avengers Endgame qui sort donc dans un peu plus d'un mois. J'ai presque l'impression que ce film, d'une certaine manière, mais ça je devrais en parler en spoiler, m'a fait diminuer la hype que j'avais pour Avengers Endgame. Et ça c'est assez paradoxal, parce que je n'attendais pas ça. Alors attention, ce que je suis en train de dire là, c'est pas parce que j'ai détesté le film et qu'il y a un truc qui... Je vous expliquerai pourquoi en spoiler, hein, parce que là il faudra quand même que j'explique en détail là-dessus, pourquoi je suis un petit peu frustré à ce niveau-là. Mais sinon le film en lui-même est bien construit, donc voilà, malgré des débuts difficiles. J'ai quelques petits bémols parfois sur le personnage de Captain Marvel, parce que, en fait, le personnage de Brie Larson, parce que c'est complètement idiot de l'appeler Captain Marvel, parce que dans le film, elle n'est jamais Captain Marvel. Et ça, on expliquera aussi peut-être en spoiler à un moment. C'est Carol Danvers, ou Verse. Captain Marvel, elle le devient plus ou moins à la fin du film, quand elle rencontre, quand elle rencontre son dessin, et surtout quand elle le prend en main. Mais je crois qu'elle ne l'est jamais nommée en tant que telle. Voilà. Bref, on introduit son personnage, c'est une origin story.
On est plutôt prêt là-dessus, donc du coup pour Avengers Endgame, on sait ce qu'elle va pouvoir donner et tout. C'est peut-être d'ailleurs ça l'un des problèmes. J'ai envie de la faire la section spoil, hein. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Bah, alors, c'est un film féministe ou pas? Ça, c'est la question. Beaucoup de gens, d'ailleurs, critiquent ce point-là ou saluent ce point-là. Il y a un petit clivage, là, il me semble, de ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a des disent, oh, c'est trop féminin, machin, gna gna. Il y en a qui disent, ah non, c'est très important, c'est super bien pour la société, tout ça. Moi, je suis presque entre les deux. Enfin, je, je trouve que c'est important d'avoir un film comme ça. Mais dans un sens, pour une fois, le DC Universe a mieux réussi son coup, et l'a fait avant surtout, avec Wonder Woman. J'ai préféré Wonder Woman dans cette mise en avant d'une femme héroïne. C'était beaucoup plus sobre et assez efficace. Alors, certes, ça manquait peut-être de folie et d'humour, quelque part, par rapport à celui-là. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil et intéressant. Là, c'est vrai que c'est frontal. Le personnage de Carol Danvers, elle-même, est une femme forte, très bien d'ailleurs. Au-delà de ses pouvoirs, de ce qu'elle va devenir, et ça aussi c'est très bien, parce que ça j'ai bien aimé par contre, parce que c'est pas parce qu'elle a des pouvoirs et qu'elle va tout détruire, machin, parce qu'on le sait, hein, ceux qui connaissent les comics, mais même ceux qui ont lu des trucs, des articles sur Captain Marvel avant d'aller voir le film, ils savent, tout le monde sait qu'elle a des pouvoirs ultra cheatés, elle est ultra badass, et en gros, c'est peut-être le personnage le plus puissant et influent de toute la galaxie Marvel, si on veut, quoi. Mais en fait, ce film nous montre que Carol Danvers elle-même, en tant que femme, a tout ça en elle. Et ça, c'est grâce à son personnage, à ce personnage, son amie, là, une femme noire avec sa petite fille et tout. Alors, j'ai pas récupéré le nom, je crois que c'est Maria Rambeau dans le film. J'ai peur de dire une bêtise, mais bon, peu importe. Sa meilleure amie qui lui dit clairement, mais tu sais, t'étais déjà la plus forte avant, sans pouvoir et tout. Voilà, parce que quand elle revient sur Terre, forcément, elle redevient Carol Danvers et elle retrouve des amis du passé, alors, tout en essayant de retrouver la mémoire. Bon, ça c'est plutôt pas mal, et on voit là le côté féministe, on le voit en fait quand Carol arrive sur Terre et qu'elle retrouve son amie d'avant, et même la petite fille, parce qu'une petite fille de 10 ans de son amie, qui elle aussi elle est en mode ouais mais vas-y Carol t'es la meilleure et tout, voilà. Après, le seul truc qui m'a finalement dérangé dans le film, c'est la personnalité de Carol Danvers, qui est très, elle a ce côté hautain, qui n'était pas forcément utile, je trouve, à l'histoire. Là, elle arrive un peu en mode amnésique, elle découvre son destin, ce qui s'est passé machin avant. Elle était, alors ça c'est sans spoiler, hein, on peut le dire, elle était pilote de l'air pour l'armée américaine, hein, grosso modo, on va dire ça comme ça. C'est Top Gun en fait. Il y a des moments au début du film, on voit, parce qu'il y a des flashbacks de mémoire, et on voit, c'est Top Gun au féminin, quoi. C'est très drôle. Des références à Amelia Earhart aussi, l'aviatrice, figure féministe et féminine, pas féministe, je pense pas qu'elle ait été très féministe, mais bon, peu importe. Figure féminine très importante, encore de nos jours. Donc oui, en mode Top Gun, tout ça, mais voilà, on sent le côté un peu hautain, etc. Alors c'était probablement le caractère de son personnage, enfin d'elle, qu'elle était telle qu'elle était avant qu'il lui arrive toutes ces péripéties. Mais je pense pas qu'on en avait besoin, et je trouve ça dommage parce que ça veut en gros renforcer un message, donc féministe, le film l'est clairement, pour rien, ça ne sert pas à grand chose. On n'avait pas besoin de ça en fait, voilà. Parce que le personnage se suffisait à lui-même avec la découverte donc de ses pouvoirs et de qui elle est vraiment. Moi je pense que ça se suffisait à soi-même, et avec son ami qui dit voilà, t'as toujours été une femme forte, voilà, ça suffit, point barre. Et ce qui est intéressant, oui, c'est un film féministe de toute façon, parce que Brie Larson, l'actrice elle-même, est très féministe. La réalisatrice est féministe, est une femme, mais elle est accompagnée de son concubin, je crois. Bon, ils sont ensemble, ils ont toujours réalisé des films ensemble. Mais Marvel a voulu une réalisatrice femme, sauf que là, manque de bol, il y a aussi son mec avec. Et il y a même la compositrice, ouais, celle qui compose les films, j'ai toujours du mal avec ce mot, qui est une femme, et c'est la première fois, je crois, que dans Marvel, on a une telle situation. Mais bon, après, c'est pas la première fois qu'on a une héroïne féminine, non plus dans l'histoire des blockbusters américains. On a eu Wonder Woman, hein, évidemment. Mais c'est la première fois que c'est centré uniquement sur un personnage féminin dans Marvel. Et là, Marvel est en retard sur le DCU, et le fait un poil moins bien, je trouve. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse féministe. Donc ok, moi je trouve ça cool, mais il y a vous voyez des petits trucs qui sont peut-être un peu trop grossiers pour le message qui doit être passé. Finalement, ça
ça serait aussi bien passé sans aller dans certains extrêmes, voilà. Attention, hein, quand je dis extrême, non, c'est pas un film qui va dire ah, l'homme c'est le méchant et tout, non, pas du tout, hein, mais bon, voilà. Et puis, ben, moi j'ai bien aimé, alors bon, j'ai bien aimé le côté référence aux années 90, c'est plutôt bien géré parce que voilà, on se retrouve sur la Terre dans les années 90. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu tape à l'œil parfois avec la BO. Bon, j'adore cette BO là. J'ai adoré l'introduction, enfin l'incorporation de musique des années 90 notamment dans les scènes de combat ou dans les scènes un peu d'action et tout. Moi j'ai trouvé ça cool. Il y a un moment, voilà, Come As You Are de Nirvana, il y a Just a Girl de No Doubt. Le générique de fin, je crois que c'est Celebrity Skin de Hole, je n'ai pas vérifié mais il me semble. Brie Larson, enfin donc du coup son personnage porte aussi un t-shirt Nine Inch Nails, donc c'est un côté grunge rebelle, voilà, ça colle bien avec son personnage un peu hautain, voilà, et tout, hein. Après tout, pourquoi pas. Et puis, bah, tout le décor des années 90, avec la découverte d'Internet, à un moment, elle va dans un cybercafé avec Windows 95, ou même celui d'avant, je ne sais pas, avec, qui plante, qui est infamement lent, brrr, avec le truc qui apparaît comme ça. Moi, je sais pas, j'ai explosé de rire à ce moment-là, j'ai connu un peu, donc voilà. Donc, c'était plutôt sympa là-dessus. Le contexte années 90, autant sur le côté pop culture, vite fait, on n'insiste pas trop non plus, heureusement d'ailleurs, et musical. Et puis il me reste à parler des CGI, les fameux effets spéciaux, qui dans ce film, en fait, ne sont pas extraordinaires, mais j'ai un peu l'impression que tout le budget est passé dans le rajeunissement CGI de Samuel L. Jackson pour son personnage de Nick Fury. Parce que oui, forcément, ils l'ont rajeuni. Et c'est super bien fait, c'est bluffant même. Mais à côté, les combats spatiaux qu'on peut voir et tout, bon, il y a des moments spectaculaires qui sont bien gérés, mais on sent que ça a été fait à l'économie. Et il y a aussi le rajeunissement un peu foiré du partenaire de Nick Fury, qui s'appelle Phil Coulson. Là, on le voit pas beaucoup dans le film, mais on sent que voilà, ça n'a pas été super bien travaillé comme ça a été travaillé pour le personnage de Nick Fury. Mais bon, pour les effets spéciaux, encore passe. Ça passe parce que c'est un film qui se veut humain, avec un message important et tout, au-delà des combats dans l'espace, etc. Mais c'est vrai que ça fait un peu cheapos parfois. Et surtout, ça fait ah, on aurait aimé en voir plus, bordel et tout. Mais ça, il faut aussi comprendre une chose, c'est que c'est le film avant Avengers Endgame, et si t'en montres trop là, forcément, voilà. En fait, c'est un petit apéritif. Je pense que Marvel n'a pas voulu beaucoup en montrer là, pour que ça explose dans tous les sens dans Endgame. Et puis peut-être qu'ils ont gardé du budget pour Endgame aussi. Voilà. Même si c'est Disney derrière, c'est peut-être pas illimité non plus. Bon. Et puis donc le scénario qui passe, même si j'ai un petit bémol sur les Skrulls contre les Kree, ouais, alors évidemment il y a un retournement de situation là-dessus aussi, mais c'est très très téléphoné, mais ça passe plutôt bien. Il y a un dernier truc qui m'a, c'est pas que ça m'a dérangé, mais quand même l'humour dans le film, je l'ai trouvé bof. Voilà, j'ai vu mieux dans Marvel. Là, c'était pas spécialement intéressant. Un humour, à un moment, voilà, je sais pas, ils parlent d'un truc et puis ils répondent de chorale. Je crois que c'est Nick Fury et Captain Marvel. Donc ils répondent tous les deux en même temps dans ton cul. In your ass. Parce que je l'ai vu en VF malheureusement, mais bon, on choisit pas non plus. Voilà, dans des cas comme ça, bah voilà, je suis allé le voir, mais bon, ça s'est tombé, ça s'est trouvé que je l'ai vu en VF. Pas très important, c'est un film de super-héros, ça passe très bien. Bref, dans ton cul, ouais, pourquoi pas. Remarque, c'est un humour très années 90 peut-être, je ne sais plus. C'est vrai que ça fait un moment que ça se dit ça. Les Skrulls qui sont donc des... ouais, mais ça c'est pas dans l'humour, mais ça se transforme en humour, là, le fait qu'ils soient des métamorphes, enfin ils peuvent se transformer un peu comme Mystique dans X-Men, hein, d'ailleurs. Est-ce que X-Men ne serait pas une Skrull? Parce que quand j'ai vu ça, j'ai pensé, c'est le même univers, c'est Marvel, donc pourquoi pas. Bref, peut-être qu'il y a peut-être eu des comics qui mettent Mystique dans les Skrulls. Bref, quand les Skrulls se transforment, machin, ça fait parfois drôle, quoi. Ah, vous pouvez vous transformer en n'importe quoi, voilà, en table de jardin, enfin, ok, pourquoi pas. Et puis Nick Fury qui réduit un rôle de comic relief pendant 90% du film, un peu dommage, je trouve, quand même. Et puis il y a ce chat, voilà. Ça, on y reviendra en spoiler, le chat, parce que oui, figurez-vous que ce chat a une importance capitale dans l'histoire. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, rien, si ce n'est que les acteurs, ouais. Oh, Brie Larson, elle fait bien son taf, hein. J'ai ouï dire qu'elle était un peu hautaine aussi dans la vraie vie, un peu extrême aussi dans ses propos, machin, donc
Je pense que c'est pas vraiment un rôle de composition pour elle, donc ça passe. Samuel L. Jackson est très sympa aussi, voilà, bon. Jude Law, il vient chercher le chèque, hein, faut dire la vérité. Annette Bening, j'ai bien aimé, pour le peu qu'elle y est dans le film, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on aurait aimé en savoir plus et en voir plus de ce personnage-là, on va y revenir en spoiler. Rien à dire de particulier, ça passe. Voilà. J'ai bien aimé l'actrice justement qui joue la meilleure amie de Carol Danvers, qui s'appelle Maria Rambeau, donc Rambo, comme Rambo 1, Rambo 2, bref, voilà, et je vais passer donc au spoiler, afin d'éviter trop de dire plus de conneries. Spoiler donc, pour faire le lien avec Endgame et aussi avec Infinity War avant, je suis obligé d'aller dans les détails. Donc, spoiler. Eh ben, mesdames, messieurs, je peux vous dire que Thanos est vraiment mal barré. Voilà, ça c'est le spoiler numéro 1. Parce que Captain Marvel, donc Carol Danvers, a des pouvoirs ultra cheatés. Alors c'est pas vraiment un spoiler ça, mais vu comment le film se termine, à un moment, voilà, enfin elle révèle ses pouvoirs, elle arrive à prendre conscience et tout. C'est la meilleure, elle le sait, elle a toujours elle a toujours eu ça en elle. Ça c'est le message principal du film, parce que voilà, c'est son côté être humain qui fait qu'elle révèle les pouvoirs qu'elle avait absorbés en fait. Elle avait absorbé des pouvoirs d'une source d'énergie, machin. Bon, bref. Je crois que c'est le Tesseract, hein, d'ailleurs. Enfin, là, j'avoue que sur un moment dans le film, j'ai un peu décroché à ce niveau-là. Mais bon, presque. Bref, on va en reparler du Tesseract de toute façon. Elle a des pouvoirs quasi limités, et quand elle les révèle, elle est dans l'espace en mode Superman qui balance des lasers, quoi. Enfin, c'est ultra... Elle règle le problème en 2-2. Voilà. Et donc Thanos, là-dessus, même Thanos ne va pas pouvoir résister. D'ailleurs, c'est à cause de ça. Voilà pourquoi je disais ça tout à l'heure. C'est à cause de ça que ça m'a un peu tué la hype de Endgame, parce que je me disais quand même, Thanos, il va falloir le battre et tout, c'est pas facile. Mais en fait, Captain Marvel, c'est bon, quoi. Enfin, limite, je me demande même si dans Avengers Endgame, l'histoire ne va pas plus se concentrer sur comment retrouver, ou faire ressusciter, ou récupérer, on ne sait d'où, ceux qui ont disparu, là. Je pense que ça va pas se concentrer là-dessus, parce que vous savez que dans Endgame, à la fin, il se passe un truc et il y a la moitié qui disparaissent. Je me demande si c'est pas là-dessus que ça va se concentrer, finalement, plutôt que sur la mort de Thanos, que je vois très bien, voilà, on va dire, petite théorie, hein. Je vois très bien Thanos mourir vers le milieu du film, quoi. Tout simplement, parce que, en fait, comment tourner autour du pot quand Captain Marvel va débarquer? En gros, il va y avoir l'exposition, elle va essayer de prendre contact avec tous les héros, j'imagine. Bon, la scène post-générique le dit, elle a déjà pris contact. Mais Thanos va pas faire long feu. Par contre, ce qui sera peut-être plus intéressant dans Endgame, c'est de savoir qui va mourir, ou qui va revenir, ou qui ne va pas revenir. C'est peut-être le seul intérêt du truc. Parce que franchement, là, l'amie Carol Danvers, elle va tout péter. Mais est-ce qu'elle peut aller au-delà des univers ou du temps pour récupérer ceux qui ont disparu on ne sait où, ou dans l'univers subatomique de Ant-Man, qui visiblement y est paumé? C'était le seul intérêt de Ant-Man et la Guêpe, d'ailleurs. Peut-être que ça va être ça le plus intéressant, le plus important du film à venir. Mais c'est vrai que là, ça m'a un petit peu, quand je suis sorti de là, je me dit, ouais, mais bon, finalement, Endgame, ouais, bon, à un moment, ça va tout péter, il va y avoir des effets spéciaux dans tous les sens, ça va être une énorme bataille de ouf. Mais bizarrement, je la vois arriver avant la fin du film. À moins qu'il y en ait une autre après, en fin de film, machin, je ne sais pas. Donc voilà pourquoi je trouve que ce personnage est trop cheaté, hein, on se croirait, c'est un cheat code de jeu vidéo. Et ça, voilà, l'enjeu derrière me paraît limité. Et puis, on va pas non plus avoir peur pour elle, parce qu'on sent que rien ne peut lui arriver. D'ailleurs, c'est peut-être ça la surprise de Endgame, c'est qu'elle va se sacrifier en se faisant exploser, j'en sais rien. Enfin, peut-être pour ramener les univers ensemble et ramener les super-héros qui avaient disparu ailleurs. Non, je pète un plomb là, je suis pas scénariste, hein. Vous le voyez bien. Mais ouais, c'est limité niveau enjeu. Bon. Et puis, il y a le chat. Alors, ce chat, il m'a fait rire au début, mais au final, c'est un petit peu relou quand même. Voilà ce qui m'a aussi dérangé dans le film, c'est une insistance là-dessus. Le chat, en fait, n'est pas un vrai chat, c'est un Flerken, une sorte de race extraterrestre qui a des grosses tentacules et qui peut machin. Alors, pourquoi pas? Déjà, pourquoi il y a un chat, d'où il vient? Enfin, voilà, il est là, et puis il le récupère dans l'espace, enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, l'intérêt du chat, c'est qu'à un moment, le Tesseract que les méchants cherchent, et d'ailleurs, les méchants, c'est pas les Skrulls, c'est bien l'écrit, hein, en fait, retournement de situation là-dessus, c'est que les gentils du début deviennent les méchants, et les supposés méchants sont gentils et les alliés, voilà. Bon, mais ça, je l'ai senti venir très vite.
Rien que Jude Law, sa façon de jouer, là, on sentait que c'était un faux gentil au début, bon bref. Et ce chat, donc, avale le Tesseract. Voilà. Et donc, on apprend dans le film que tout le temps, le Tesseract, je crois qu'il le cherche dans les autres films de Marvel, c'est un truc qu'il cherche, machin. Bon, je sais plus trop, là, je me souviens plus exactement. Mais en gros, le Tesseract, depuis tout ce temps, est dans le chat, qui n'est pas un chat. Et en plus, ce chat, qui n'est pas un chat donc, qui s'appelle Goose dans le film, et qui est une vraie référence au chat dans Men in Black, d'ailleurs. Le film fait référence, quand je parlais des années 90 tout à l'heure, il fait référence aussi à Men in Black, à Independence Day, on le sent là. J'ai bien aimé aussi ce genre de truc. Et c'est comme le chat dans Men in Black, il a en lui, il a sur lui quelque chose d'hyper important. Dans Men in Black, c'était une galaxie qui était, voilà, il recherchait la galaxie. En fait, il était sur le chat elle était sur le chat depuis le début. Et là, bah, il cherche le Tesseract, mais c'est le chat qu'il a. Bref, et ce chat, à un moment dans le film, ben, il griffe Nick Fury à l'œil. Pendant tout le film, il y a une insistance sur l'œil de Nick Fury. À un moment, il a une poussière, je sais pas quoi, il a une égratignure à l'œil et tout. Et on sait, hein, quand on a vu les autres Marvel et tout, que Nick Fury est borgne. Donc, voilà, on essaye de... Alors, comment va-t-il perdre son œil? Et en fait, c'est le chat qui le griffe, qui fait qu'il perd son œil. Comme c'est pas un vrai chat, bah, il l'a plus que griffé, il lui a sûrement empoisonné l'œil, enfin voilà. Enfin, je sais pas, mais c'est complètement idiot. Voilà, ce chat m'a un petit peu... C'est pas que ça m'a énervé, mais m'a laissé de côté dans le film. Alors, c'est drôle au début, mais voilà. Bon, et voilà, tout simplement. Puis bon, dans la scène toute fin, dernière scène post-générique, il recrache le Tesseract. Donc c'est là où on apprend qu'il avait le Tesseract. Et ça, on est dans le moment présent. Bon, ben voilà. Que dire de plus si ce n'est que bah, c'est un film au final qui est correct, qui était divertissant. C'est sûr, on passe un moment sympa dessus. Mais je suis très mitigé à l'image de Ant-Man et la Guêpe, quoi. Même si... Voilà, à l'image de Aquaman, même si c'est pas le même, évidemment la même franchise, c'est des films qui sont divertissants mais qui ont pas mal de petits bémols à côté. Mais c'est pas les mêmes qu'Aquaman là. Là le scénario était plutôt bien. Aquaman était mieux sur le spectaculaire. Là c'est... Ouais, c'est bien, mais puis il y a le personnage, donc je vais finir là-dessus, d'Annette Bening, donc c'est elle Marvel. Et oui, c'est elle, Marvel en deux mots, qui est une extraterrestre, machin. C'est elle qui a inspiré Carol Danvers. C'était sa partenaire et chef quand elle était pilote. Et c'est grâce à ces souvenirs-là qu'elle reprend, donc, qu'elle prend son destin en main. C'est un personnage hyper important, qui est un petit peu l'inspiratrice de Carol Danvers. Enfin, mais malheureusement, un peu plus complexe que prévu ce personnage et on n'en apprend pas suffisamment. Mais Captain Marvel, en gros, va s'appeler comme ça en souvenir de ce personnage qui s'appelait Marvel. Donc Carol Danvers n'est pas Captain Marvel à la base. Marvel, c'était Annette Bening. Voilà, donc Captain Marvel, mes fesses, comme on dit. Mais c'est pas grave, on verra maintenant dans Avengers Endgame ce que ça va donner. Thanos, je lui donne aucune chance de réussite. De toute façon, à la base, qui croyait qu'il allait gagner dans Endgame? Mais là, on sait comment il va perdre quasiment. Et puis, bah, on verra comment ça se déroule. Bon, là, je vous avoue que... ouais. Bon, j'irai le voir, hein, Endgame, quand même, hein, c'est certain, mais... voilà, voilà, quoi. Ouais. C'était du Marvel. C'est sympa dans le message féministe et tout. C'est important d'avoir des films comme ça. Même si ça devient aussi un peu redondant en ce moment au cinéma. Beaucoup de films girl power, de films anti-racisme. Moi, je trouve ça cool. Mais attention à l'overdose. Elle guette. Parce que c'est pas, même pas de l'overdose. À la redondance des scénarios qui finissent par se mordre la queue. Et même dans les messages donnés, quoi. C'est... à un moment, bah ouais, on en a vu ça avant. Mais bon, encore, ok, on en rajoute une couche et une couche et une couche. Je veux bien que dans la société d'aujourd'hui, ce soit très important. Mais attention au pouvoir créatif derrière qui va s'en retrouver limité, tout simplement. C'est un peu les limites de ce phénomène-là, je trouve. Voilà, bref. Ah oui, et puis dernière chose. Oh, j'ai failli oublier ça, je m'en serais voulu. Superbe l'hommage à Stanley en début de film, en générique. Voilà. Stanley qui apparaît dans le générique à Marvel habituel, à la place des héros. Il y a Stanley. Dans la salle, ça a applaudi à ce moment-là. Et puis il y a le caméo de Stanley qui est super aussi. On voit Stanley, c'est son caméo, c'est lui-même qui écrit une histoire de Marvel. Et on pourrait même imaginer que Stanley se serait donc fait influencer par un vrai personnage pour écrire Captain Marvel. Tout, j'en sais rien. Ce serait mignon, je trouve. Voilà, donc ça sera peut-être le dernier caméo de Stanley. Je ne sais pas s'il a eu le temps d'en enregistrer un pour Endgame, j'en doute. Ou s'ils vont l'incorporer en CGI pour boucler la boucle. Mais bon, en attendant,
C'était sympa là-dessus. Voilà, bref, là je pense qu'on peut passer à la suite, c'est-à-dire à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao.